Também compõe a mesa com a temática Língua, Educação e Conhecimento. Convidamos a tomar assento a subsecretária de Educação e Cultura da República Oriental do Uruguai, professora Maria Simón. Do Conselho da Língua Portuguesa do Brasil, da Universidade de São Paulo, o professor José Luiz Fiorin. E também compõe essa mesa o reitor da Agência Universitária de Francofonia, Bernard Secligny. Alors, merci beaucoup. J'introduis donc cette séance sur le thème langue, éducation et savoir. Je veux d'abord remercier les conférenciers de ce matin. Au plan procédural, j'indique qu'il y aura ce matin 3 types d'interventions et les questions et les échanges seront à la fin de l'avant-midi. Obrigado. Merci beaucoup. More. Alors, ça nous amène à notre dernier conférencier de ce matin, le recteur Bernard Secligny. Alors, à vous, monsieur le recteur. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, avant de commencer, je voudrais vous dire mon grand bonheur d'être parmi vous ce matin en compagnie de Pierre Norow, vice-recteur et directeur du Bureau des Amériques, et de Patrick Chardonnay, valeureux directeur et fondateur de l'antenne Amérique latine, car ce matin, nous inaugurons notre antenne Amérique latine. Nous donnons un essor supplémentaire à notre politique de francophonie universitaire en Amérique latine, mais aussi nous lançons notre 50e anniversaire. L'agence, cette année, a 50 ans. C'est l'occasion, certes, de faire le bilan de nos réussites pendant 50 ans, mais surtout de se tourner vers l'avenir. Ce qui nous importe, c'est de savoir ce que nous allons faire avec vous dans les 50 ans qui viennent. Et donc cette inauguration, nous la faisons à notre manière, grâce à vous, sous forme d'un colloque, en réfléchissant ensemble, en échangeant des idées et en le faisant en plusieurs langues. Pour être fidèle au plurilinguisme de cette table ronde, je m'exprimerai, après l'espagnol, le portugais, en français. Et je voudrais continuer les remarques brillantes de mes prédécesseurs en expliquant quelques idées que nous avons sur les vertus du plurilinguisme dans l'enseignement supérieur et dans les sciences. Mes chers collègues, la diversité des langues a toujours été un atout pour la production et la diffusion des sciences. Cette évidence paraît contestée depuis quelques années par la prépondérance de l'anglais dans la communication et l'idée que la science requiert une langue unique, une langue simplifiée, un anglais pauvre pour produire, diffuser du savoir. Notre conviction, au contraire, est que l'imposition d'une langue unique représente un risque pour la science, qu'il s'agisse de sa diffusion, de sa transmission, de sa production. Remarquons au départ que les critères généralement donnés de simplicité, de commodité, sont vains. La science n'est pas simple. La recherche scientifique est difficile, elle est lente, elle est coûteuse, elle implique beaucoup de réflexion, de discours, d'échanges quotidiens. Ce n'est pas seulement publier un article destiné à 50 personnes dans le monde. L'accélération de l'internationalisation, les flux de communication et aussi la réduction des budgets scientifiques peuvent donner à penser qu'une langue unique et une langue simple constituent la bonne réponse. Ceci parmi les décideurs, parmi les financiers, parmi les savants aussi souvent, et parmi le grand public. On aurait donc là à constater
une sorte de victoire de fait de l'anglais pour des raisons économiques, scientifiques, pédagogiques. Mais il s'agit d'examiner sérieusement la situation des langues dans la science. Tout d'abord, j'ai été formé en France à un plan en 3 parties. C'est une tradition rhétorique. Je ferai donc un plan en 3 parties. Tout d'abord, la production du savoir. Cette production repose sur des liens étroits entre pensée, langue et langage. Le savoir, vous le savez, passe par la mise en discours ou toute forme de médiation. Et c'est conforme à l'histoire de l'humanité où l'homme en société, l'homo politicus, a eu comme successeur un homo loquens. Il faut parler. Et loin de réduire la capacité du langage à représenter par des mots, des phrases, des textes, des objets matériels, la diversité des langues l'amplifie. C'est ce que mon collègue Fiorine vient de montrer avec Bakhtin. Si j'ose dire, si la langue est fasciste, le plurilinguisme est libérateur. Et je serai d'accord avec vous, c'est la voie. L'existence de discours rationnels en plusieurs langues rend compte du monde connu dans sa diversité et sa complexité. Elle met en hypothèse l'inconnu et le rend compte de façon rigoureuse. De ce point de vue, par exemple, la capacité dialogale entre les langues romanes, ce que nous faisons aujourd'hui, est une richesse. Elle constitue un capital commun des visions du monde qui viennent enrichir, y compris notre réflexion scientifique. Au contraire, une langue unique imposée ne peut que simplifier les visions du monde, les sémantiques dont on a besoin pour la science. Il faut se garder de l'essentialisme en général et en linguistique. Il n'y a pas de langue essentiellement naturelle pour exprimer la science. De même que le français n'est pas une langue de clarté, comme on l'a cru pendant longtemps. Toutes les langues sont claires. Toutes les langues sont utiles à désigner leur vision du monde. De même, l'anglais n'est pas par nature une langue de science. Sa syntaxe n'est pas la plus simple qu'il soit, son vocabulaire n'est pas formé de mots brefs, seulement la partie anglo-saxonne. C'est donc par un effet social qu'un privilège est donné à une langue. Quand le français fut au XVIIIe siècle la langue de l'Europe, c'est parce que la France gagnait des batailles. Et aussi parce qu'elle avait Voltaire, Hugo et l'encyclopédie. C'était donc des faits importants, mais extérieurs à la nature de la langue française, qui n'est pas une langue de clarté. Et donc, il y a donc toujours un effet social aux langues. Et l'on peut montrer, par exemple, combien certaines langues sont importantes pour l'économie du pays. On a montré l'apport de l'espagnol aux revenus de l'Espagne de disposer d'une grande langue internationale. De même, on peut montrer négativement l'économie que font les pays anglophones en n'ayant pas à enseigner l'anglais à leurs enfants. Les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, anglophones, économisent puisqu'ils n'ont pas à enseigner la langue qui se donne comme la langue unique de la science. Il y a donc une réalité sociale, économique importante des langues. Et, à l'inverse, on peut examiner l'apport économique du plurilinguisme. Un économiste suisse vient de le faire, c'est évident. Un Suisse qui parle bien les 3 langues de son pays a davantage de possibilités dans sa carrière, dans son action économique et professionnelle. Il y a donc un aspect économique des langues, des avantages accordés à certaines langues. Et donc il faut résister à une sorte d'avantage impérialiste, je le dirais, donné à une langue qui a la chance d'être la langue de grands pays développés et une langue qui se donne comme la langue
universelle de la science. Il y a donc un aspect économique, politique des langues. Il y a aussi un aspect scientifique. Certaines langues sont équipées. Toutes les langues devraient être équipées. Mais il y a un avantage aux langues équipées, c'est-à-dire écrites depuis longtemps, dotées de grammaire, de dictionnaires, d'académies, de terminologie. Et nous représentons ici 3 langues qui sont admirablement équipées depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elles ont aussi un avantage de pouvoir dire le monde moderne. Elles ont la terminologie pour cela. C'est très important et le plurilinguisme doit s'appuyer sur des langues qui sont soutenues, encouragées, équipées. Et donc, c'est le lieu de l'université aussi d'aider au développement des langues en aidant à la terminologie, à la grammaire, au dictionnaire, à la didactique. Tout ça est important. Il faut soutenir scientifiquement le plurilinguisme. La circulation du savoir, deuxième partie, repose également sur le plurilinguisme. Cette circulation passe aussi par un soutien au plurilinguisme. Il faut donc faire en sorte qu'on puisse publier de la science dans plusieurs langues. Et les moyens existent. Je pense par exemple à Latindex, un système régional en ligne pour les revues scientifiques d'Amérique latine, de la Caraïbe, d'Espagne, du Portugal, lancé à l'UNAM, c'est important. Je pense à CIESELO, Scientific Electronic Library Online, lancé par la FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, avec laquelle nous travaillons. C'est tout à fait fondamental. Nous-mêmes, en francophonie, nous avons, j'en parlerai, lancé un portail francophone Savoir en partage pour permettre d'avoir des publications scientifiques indexées en français et dans les autres langues. Il faut avoir des outils d'indexation, des outils de circulation du savoir plurilingues, c'est l'avenir. Et ils sont plurilingues. De même, nous essayons, nous, en francophonie universitaire, par notre réseau de près de 800 universités, les implantations, nos 8000 chercheurs déjà répertoriés, de donner des outils pour l'indexation, la documentation, la publication scientifique dans plusieurs langues. C'est le rôle de l'agence universitaire d'aider à la publication en français, en espagnol, en portugais. Le plurilinguisme est au service de la production, de la diffusion, de la circulation des connaissances. C'est un chantier immense. Il montre que la science a toujours été et doit rester plurilingue. Il faut des enseignants qui aient une formation scientifique de bon niveau et ouvert au plurilinguisme. Il faut des étudiants qui apprennent les langues étrangères, font des stages, circulent et sachent que leur activité professionnelle sera plurilingue. Il faut aussi des éditeurs scientifiques, papier ou numériques, qui soient ouverts au plurilinguisme. Il y a des ressources technologiques, nous les étudions, outils d'aide à la traduction, outils d'aide à la compréhension. Il faut permettre à des gens qui parlent un peu seulement le portugais de lire des articles scientifiques en portugais aidés par les outils qui sont maintenant à notre disposition. Il faut préparer les étudiants chercheurs dès le master à faire des exposés en plusieurs langues. Il faut utiliser ce commerce, cette complicité des langues romanes entre elles pour former les étudiants à comprendre. Et la compréhension, c'est une activité, ça s'enseigne à comprendre les autres langues romanes. Il faut aussi des outils de rédaction de thèse en plusieurs langues, des bases de données. Nous le faisons, c'est notre métier de le faire et d'aider concrètement les publications en plusieurs langues. Et je faisais référence à notre portail Savoir en partage. Mais il y a aussi ce que j'appelle généralement, et c'est ma troisième partie, la transmission du savoir scientifique. C'est important et c'est un point de vue
Madame la vice-ministre, République. Il ne faut pas que la science, par sa langue, se coupe de la société. Il ne faut pas que les savants parlent une langue que ne comprend pas le peuple. Une langue anglaise réduite, certes, scientifique, une langue de savants que le peuple ne comprend pas. Les savants sont au service de la République. Leur savoir doit nourrir la réflexion des citoyens, doivent aider à former les citoyens. La République a besoin de ses savants. Elle a besoin, pour progresser, pour que la connaissance se fasse. Or, il y a un danger très grave, que l'enseignement supérieur se fasse désormais dans sa dernière année en anglais, puis dans ses années précédentes en anglais, puis dans tout le cursus universitaire pour le préparer en anglais, et ce jour-là, eh bien, l'enseignement secondaire se fera en anglais, puis le primaire, et enfin, pour bien former les enfants, les mères se mettront à leur parler directement en anglais. Ce n'est pas de la science-fiction, cette chose risque de se passer en Europe, au Danemark. Et c'est de l'histoire. C'est comme cela que le celte a disparu en Gaule. Les Romains n'ont jamais interdit le gaulois. Jamais. Ils ont simplement ouvert des écoles et ils ont envoyé les meilleurs étudiants gaulois à Rome, à l'université. Et en quelques siècles, le gaulois a disparu. Il faut donc maintenir une transmission de la science dans les langues aussi. Et c'est important. Et donc, ça veut dire une valorisation, une vulgarisation et un dialogue des langues dans la vulgarisation scientifique. Nous devons aussi soutenir une bonne et digne et noble vulgarisation dans nos langues, en portugais, en espagnol, en français. Et là aussi, c'est le rôle de l'université, car la vulgarisation n'est pas indigne, c'est une grande activité scientifique du savant de la République qui transmet son savoir. Et donc, vous voyez que le combat, et je conclus, Monsieur le Président, le combat n'est pas une sorte de, je reviens à mon image, de village gaulois, d'Astérix, luttant seul contre l'anglais, pas du tout. L'anglais est une langue importante dans le monde, il faut l'installer au sein du plurilinguisme. Nous luttons pour la diversité des langues dans le monde et dans la science, car nous pensons que la science a toujours été plurilingue et qu'elle doit le rester. L'imposition d'une langue unique est un risque pour la science et même peut-être un risque pour cette science, car elle va, pour cette langue, car elle va s'isoler dans une seule langue anglaise appauvrie et qui va faire en sorte que les savants qui l'utilisent vont rester en vase clos. Nous apportons un essor pour la science en général, pour la pensée, en nous appuyant sur le plurilinguisme. Diversité culturelle dans le monde, et l'UNESCO a fait faire un grand pas grâce à nos pays pour la diversité culturelle. Nous nous battons pour que la diversité linguistique continue à nourrir, à féconder et à développer la science. Je vous remercie.